toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, ce sont les rois de la bidouille ou les pirates à l'abordage des systèmes de sécurité. Les hackers hantent littéralement la mythologie numérique et c'est notre gros mot tech de la semaine. Il a une idée derrière la tech, pas de gros mots, quoique on ne sait jamais avec lui, c'est Guillaume Gralet. Guillaume, aujourd'hui tu vas nous plonger dans l'univers de Rebel Girls. C'est une application qui vient notamment de décrocher l'Apple Design Award 2022 dans la catégorie impact social et visiblement toi aussi elle t'a tapé dans l'œil. Ouais, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'on va proposer aux jeunes filles de pas uniquement avoir comme héroïnes des princesses, mais des femmes qui ne pensent pas comme les autres. Ça, c'est rigolo. Et on les découvre avec toi dans un instant. Notre talk aujourd'hui, Demos, c'est le nom du projet porté par la Philharmonie de Paris depuis plus de 10 ans. Des orchestres écoles, une pédagogie surtout, loin d'être menée à la baguette, mais plutôt mise en musique et que ces musiciens étudiants suivent à l'unisson. On plonge dans la fosse avec Gilles Delbar, vous êtes le responsable pédagogique de Demos. Bonjour à vous. Bonjour. Et Youssef Adam, tubiste, élève de seconde et membre de l'orchestre Demos, orchestre de Paris depuis 2 ans. Bonjour Youssef. Bonjour. On vous retrouve dans un instant, mais d'abord, focus. White, Grey ou Black Hats, ils illustrent 50 nuances de cybersécurité. Si les hackers éthiques sont des Jedi des data, certains pirates passent du côté obscur de la force. Définition des hackers, c'est avec Édouard Denuau tout de suite. Dans l'imaginaire collectif, on le retrouve dans une pièce obscure, une capuche sur la tête, à taper compulsivement des lignes de code sur son ordinateur. Le hacker est un spécialiste de l'informatique qui utilise ses compétences pour mettre en défaut un système informatique. Mais contrairement à certaines idées reçues, tous les hackers n'ont pas pour but de nuire ou de s'enrichir. Il en existe en fait plusieurs catégories. Les white hats ou chapeaux blancs sont des experts bienveillants de la cybersécurité. A l'inverse, les black hats, chapeaux noirs, sont eux des experts malveillants, des cybercriminels qui agissent pour nuire, faire du profit ou obtenir des informations. Au milieu se trouvent les grey hats, les chapeaux gris. Ceux-là n'ont pas spécialement de mauvaises intentions, mais agissent, parfois illégalement, souvent à la recherche de la gloire. Il existe également une autre catégorie qu'on appelle les activistes. Le plus souvent, ils sont engagés politiquement et transgressent la loi pour attaquer des organisations ou des personnes afin de défendre leur cause. Les célèbres Anonymous sont parmi les plus célèbres activistes. À l'ère du tout numérique, les hackers ont pris une place énorme, et notamment dans les armées. Désormais, la guerre ne se déroule plus uniquement sur les champs de bataille, mais également par écran interposé. Certains hackers fictifs sont devenus des vrais héros de la pop culture. C'est le cas de Lisbeth Salander, l'héroïne de Millennium, de Neo dans Matrix ou encore de Chloé O'Brien dans 24 heures chrono. Pilule rouge ou pilule bleue, c'est pas forcément la question que j'avais envie de te poser, Guillaume, quoique les hackers, on les connaît bien. Tu as notamment enquêté sur plusieurs d'entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils résonnent autant dans l'imaginaire de la tech ? Ils deviennent de plus en plus importants à mesure où notre société est de plus en plus connectée. Il y a un bouquin qui m'a marqué, c'était L'éthique des hackers de Steven Levy. Et puis surtout, il y a une initiative que je trouve très intéressante, qui est bien expliquée dans ce sujet, c'est de mettre à disposition des hackers pour tester la vulnérabilité des entreprises. C'est ce qu'on appelle des bug bounty. Et ça va permettre aux entreprises, aux organisations, aux ONG de se protéger un peu mieux. Et évidemment, on fait un grand clin d'œil à Gaël Musquet, notre hacker éthique préféré, vous le savez, dans l'école du futur. Tout de suite, ils hackent la musique, oui, mais pour le bien et pour justement montrer que la musique peut faire école. On en parle avec Gilles Delbar et avec Youssef Adam. Alors, je ne sais pas si vraiment la bonne définition, c'était de dire que vous hackiez justement les orchestres, quoique, mais c'est vrai que Gilles, vous êtes responsable du projet pédagogique Demos. Demos comme dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. J'espère que je l'ai bien dit. Ouais. Parfait. C'est un projet qui est né il y a 10 ans. De quelle volonté ? Il y a plusieurs choses qui ont concouru au fait que Demos existe. La première chose, c'était le fait qu'un projet de cette nature puisse exister en relation avec une institution prestigieuse, qui est la Philharmonie de Paris. Et il faut
rappeler que ça n'a pas été si facile que ça de décider que la Philharmonie de Paris pouvait avoir aussi un public qui n'était pas celui qui est habituellement celui des concerts de musique classique symphonique. Et ne serait-ce que l'implantation de la Philharmonie dans l'Est parisien, ça a été tout un débat politique qui était extrêmement fort. Et Demos était aussi un moyen de montrer, de convaincre que la musique classique symphonique n'est pas forcément réservée aux classes supérieures de la société, même si statistiquement, effectivement, le public de la musique classique est plutôt celui-là en général. Mais aujourd'hui, les choses changent et des projets comme Demos contribuent à ce que ça puisse évoluer de manière positive. Par ailleurs, nous avons au cœur de notre institution une volonté véritablement de montrer que la musique et que l'éducation artistique en général doit être un vecteur très important pour la formation des citoyens. Et dire que nous allons d'emblée proposer à des enfants des quartiers populaires d'aller vers la musique classique symphonique, c'est bien pour mettre en avant l'idée d'une nation qui partage son patrimoine culturel. Alors j'allais dire que c'est presque impensif de dire aujourd'hui que vous démocratisez justement l'accès à la musique symphonique avec Demos. Mais j'ai envie de me retourner vers le tubiste citoyen. Donc si je comprends bien autour de cette table, c'est Youssef. Youssef Adam, vous avez 16 ans, vous êtes en classe de seconde et vous êtes membre de l'orchestre Demos, Orchestre de Paris, depuis près de 2 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de sauter le pas ? En fait, Demos, il travaille en association avec des associations, du coup, des centres aérés. Et ma mère, elle y travaille, elle passait un peu de temps là-bas et elle a connu, par le biais de l'association, le projet Demos. Et moi, j'aimais bien la musique. Je m'étais dit que je voulais faire du piano ou n'importe quel instrument. Et elle m'a parlé et je lui ai dit que j'étais partant. Ça m'a directement attiré. Et comme on n'avait pas forcément les moyens d'avoir mon propre instrument et pouvoir avoir l'instrument du coup, le projet Demos c'était très clair pour moi que j'allais directement vers lui parce que il donnait une occasion en or. Je pouvais jouer à la Philharmonie de Paris. Je connaissais même pas la Philharmonie de Paris au départ, mais maintenant je la connais. Je connais plein de choses. J'ai appris plein de choses avec et voilà. Et on va revenir justement, mais pourquoi le tuba justement ? Parce que vous nous disiez que vous avez plutôt envie d'aller vers le piano. Au départ, de façon assez naturelle, le tuba, ça s'est imposé directement. Alors, en fait, c'est que les associations, ils travaillent avec des groupes d'instruments, chacun spécifique. Et celle à côté de moi, c'était que des cuivres. Et il y avait beaucoup de trompettes, des trombones, des euphoniums, des saxophones. Et moi, j'ai choisi l'euphonium, donc le tuba, c'est un peu la même chose. Parce que y avait personne et je m'étais dit je pourrais servir à quelque chose dans l'orchestre. Bravo. Du coup je sers un peu à entretenir le rythme dans la pièce. Mais c'est très beau ce que vous dites, Joseph, parce que c'est très vrai. Un orchestre, c'est une mini-société qui se recompose. Alors oui, avec un leader qui est un chef ou une chef d'orchestre, mais chacun, alors encore une fois, je vais filer la métaphore, joue sa partition, mais pour que justement cette société orchestre puisse fonctionner. Oui, absolument. Mais il faut aussi se dire que le monde des orchestres a évolué et que les chefs d'orchestre dans Demos ont des façons de regarder les interactions entre les musiciens qui participent de manière un peu moins dirigiste que ça pouvait être dans le passé. L'idée était effectivement que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et le chef d'orchestre tient compte, je pense, en tout cas il cherche à le faire, tient compte des relations qu'il y a entre les instruments et n'est pas dans un processus plus historique qui était de dire le chef d'orchestre fait jouer l'orchestre comme si c'était lui seulement qui décidait de la manière dont ça devait sonner. Il y a vraiment un travail d'interaction et dans Demos, on l'a expérimenté beaucoup dès le plus jeune âge, puisqu'on démarre avec des chefs d'orchestre qui sont souvent des gens de très très haut niveau et à qui on a demandé de faire l'exercice d'être capable de ne pas travailler avec des musiciens professionnels de haut niveau, mais de dire comment je fais pour aller à l'essentiel de la musique quand je travaille avec des tout petits qui ne maîtrisent encore pas du tout leur instrument. Oui, et ça, c'est quelque chose de très fort. Au départ, Demos est proposé à des enfants de 7 à 12 ans. Vraiment 3 ans d'apprentissage gratuit de cette musique classique. Ces enfants de 7 à 12 ans, ils vont donc
falloir qu'ils apprennent justement à pouvoir travailler ensemble. Déjà la maîtrise d'un instrument et du solfège, ce qui n'est pas forcément simple dès le départ. 10 000 enfants ont été formés, je crois, depuis le lancement du projet. Ils arrivent vraiment à s'épanouir à travers cet apprentissage musical. Oui, je crois que c'est le premier objectif, c'est-à-dire que et c'est lié à la place que l'art doit tenir dans la formation d'un individu. Parce qu'il nous permet d'avoir une relation à l'art, à la musique en particulier, c'est lié à des choses qui sont tout à fait abstraites. Et c'est de se dire, j'ai accès au travers de ça à des émotions. Et ça nous éloigne un peu des apprentissages dits fondamentaux. Mais pour nous, c'est extrêmement important qu'on ressente des émotions. Parce que lorsqu'on ressent des émotions à l'intérieur de soi-même, on est aussi capable de les identifier chez les autres et d'être dans quelque chose qui tire l'être humain vers le haut. Et ça, je pense que même si c'est pas forcément exprimé comme ça par les jeunes qui participent, enfin, je pense que Youssef, c'est ce que j'allais retourner la question à Youssef. Un enfant de 7 ans, peut-être, il ne le verbalisera pas. Mais je pense que ça entre dans les processus de construction de la personnalité. Est-ce que c'est justement une montée d'émotions qui est venue au fur et à mesure de l'intégration de l'orchestre ? Généralement, la première année, c'est celle où t'es vraiment le plus excité à l'idée de jouer. Enfin, t'attends vraiment la fin d'année. On attend la fin d'année pour faire le concert, pour montrer tout ce qu'on a appris. Et c'est l'aboutissement de toute une année. Et ça, en fait, on a un sentiment de comment on dit ? Bien-être, de fierté, voilà, de fierté. On est fiers d'avoir accompli, de montrer notre travail de l'année, de savoir qu'on peut faire des choses, on a appris des choses. Donc, Et justement, ce travail dont on est si fier de pouvoir montrer le résultat, eh bien, il vient d'être montré pour cette promotion 2022, des concerts qui ont été donnés les 17, 18 et 19 juin dernier à la Philharmonie de Paris, et également des concerts qui ont été donnés par 19 orchestres venus littéralement de toute la France. On peut citer Saint-Quentin-Gauchy, Toulouse, Angers, Lille, Mulhouse, Le Havre, Rouen et l'Île-de-France, je le dis parce que c'est important, on le verra tout à l'heure aussi, c'est une façon dont Demos peut s'exporter dans l'Hexagone. On va justement revivre un de ces concerts, alors c'est pas forcément celui qui vient d'être donné, mais c'est un extrait du concert de l'Aude à la joie, ça correspond bien aux émotions que vous voulez transmettre justement à ces enfants. Un concert du 26 février 2022 dernier dans la grande salle Pierre Boulez, on écoute. Et voilà pour cette ode à la joie forcément appropriée, puisque le but de ce concert de février dernier, c'était justement de faire jouer ensemble plusieurs étudiants, musiciens de l'Europe entière. Youssef, j'ai cru vous reconnaître dans les vents et dans les cuivres à un moment. Oui, parce que vous en faisiez partie. Exactement, j'étais tout derrière, on me voit un moment. Donc en fait, cet orchestre, c'était encore autre chose différente, c'était totalement différent. C'était donc un projet avec tous les systèmes à peu près pareil que Demos dans toute l'Europe. Et donc, on a eu une semaine de stage intensif où on a passé une semaine à la Philharmonie à répéter tous ensemble, malgré qu'on ne parlait pas la même langue, personne ne parlait la même langue. En fait, il y avait 27 différentes langues, donc voilà. Et on a malgré tout réussi à mettre en place 11 morceaux, je crois. Et on a eu des chefs extraordinaires, ils étaient incroyables. On a pu créer des liens, c'était vraiment incroyable, une très bonne expérience. Bon, ça va être de la palissade, mais en effet, la musique, c'est un langage universel, Gilles.
Écoutez, alors, en plus, Youssef a très très bien décrit le Ode et sa construction initiale, mais c'est arrivé aussi dans un contexte très particulier, celui de la guerre en Europe. Ouais. Et symboliquement, c'était extrêmement fort. Et les jeunes l'ont ressenti, enfin, je ne sais pas, je parle à ta place, là, mais je pense qu'ils l'ont ressenti très fortement, parce que ce que nous avons envoyé, c'était le texte qui est utilisé dans L'Ode à la joie. C'est un texte extrêmement fédérateur, universaliste. Et c'est vrai que l'idée qu'on a voulu transmettre à ça, c'est comment se fédérer, comment être ensemble, comment éviter les conflits et comment prendre comme moyen de faire ça, de prendre la musique comme un moyen de favoriser ça. Et c'était très important pour nous, et je crois qu'on a tous été très émus par le fait que ça se déroule précisément à ce moment-là. Et c'est vrai ce qu'a dit Youssef, j'insiste un tout petit peu, les jeunes venaient de dispositifs, pour la plupart, à peu près équivalents à Demos, c'est-à-dire un dispositif d'engagement social et sociétal qui traverse l'Europe aujourd'hui. Il n'y a pas que la France qui s'occupe de ça. Oui, c'est important aussi de se dire que ces dispositifs, ils sont reproduits dans l'ensemble des pays européens. Est-ce que c'est Demos qui a donné un petit peu le là, d'ailleurs, de cette idée d'engagement social et sociétal par la musique? Non, pour être honnête, l'histoire de ces projets, même si d'ailleurs le projet initial était peut-être pas aussi proche de ça qu'on a bien voulu le dire, c'était un projet qui vient d'Amérique latine, qui s'appelle le Sistema Venezuela. Il y a eu énormément de déclinaisons à travers le monde, et en Europe aussi en particulier. Mais je dirais que les descendants du Sistema se sont encore plus préoccupés des questions sociales que le Sistema lui-même. Enfin, ça, c'est une opinion personnelle. On fera peut-être une émission un jour au Venezuela, on ne sait pas encore, on verra. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que vous êtes accompagné par 2 parrains et marraines de choix. Évidemment, l'incroyable pianiste Katia Bounachvili et Lilian Thuram. On marie le foot, l'engagement social et sociétal et les pianistes virtuoses. Pourquoi c'est important, Youssef, d'avoir ces 2 parrains qui représentent le Roger Demos? Par exemple, pour Katia, on avait fait un projet avec elle, on devait jouer avec elle un concerto avec elle. Elle jouait au piano. Et enfin, ça... C'est comme un exemple pour nous, je veux dire. Enfin, genre ça nous pousse à vouloir avoir un peu la même carrière, peut-être, ou même pour Lilian Thuram, c'est la même chose. Ça nous pousse à aller encore plus vers l'avant, à nous projeter. Enfin, ça nous donne des icônes, on va dire. Oui, c'est rôle modèle, et ça tombe bien, on va en parler dans un instant avec Guillaume Gralet, des rôles modèles. Mais avant de terminer cette première partie de discussion, Gilles, marier finalement ces 2 icônes, ces 2 rôles modèles, pianiste virtuose d'un côté, évidemment, champion du monde de l'autre. Et quel champion du monde? On connaît son engagement notamment très fort au niveau de l'éducation et ses engagements sociétaux également. L'idée, c'était de marier un petit peu ces 2 directions, les 2 directions dans lesquelles vont le projet Demos. L'idée, c'est que je pense que nous allons aussi élargir le champ des parrains. Aujourd'hui, il y a Lilian et Katia qui sont avec nous, mais vous avez parlé de football et vous avez parlé de musique. Il y a d'autres champs qui nous paraissent intéressants à explorer, où la société s'engage sur toutes ces questions d'agir sur les séparations. Grosso modo, c'est sur les fractures qu'il peut y avoir à l'intérieur de notre pays, mais aussi d'autres pays européens. Et très clairement, du côté de Lilian comme du côté de Katia Bounachvili, il y a cet engagement. Et pour nous, c'est extrêmement important que ça soit mis en avant. Et on le fait, évidemment, avec vous aujourd'hui dans l'École du Futur pour ce 21 juin, fête de la musique. Faut-il le rappeler? On fait un tour d'abord du côté de la planète tech. Et c'est le Zap mis en musique par Cheryl Jessica Isengay. You have 4 minutes to dial that phone number. That's it? That's it. With that phone. Wait, so you have to push it, right? Kyle, move your butt over. I don't want your butt in the video. Look, There you go. look. It's all the way from here. Yeah. 7. Oh no, 0's all the way over. How do I restart? Use. Okay. Yeah. Alright. 7. Then just fill it a little bit. Or do you go all the way around back here? Wait. Dude, that makes sense. Wait. Ah, yeah, we got it.
Look at that face. Look at. Et oui, l'immersion, c'est beau, mais quand on la vit soi-même, quand on la regarde de l'extérieur, forcément, ça devient toujours plus compliqué. Vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur. Ça tombe bien, on est toujours en compagnie de Gilles Delbar, le directeur du projet pédagogique du projet Demos, et de Youssef Adam, tubiste, 16 ans, et membre justement de cet orchestre depuis près de 2 ans. Mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, on parlait justement avec Youssef et avec Gilles de ces rôles modèles, des pianistes virtuoses, évidemment des stars du monde du foot, mais qui entraînent justement, qui engagent les jeunes pour la bonne cause. Il y a une app qui t'a particulièrement inspiré, notamment après la dernière conférence Apple. Cette app, elle s'appelle Rebel Girls. Oui, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai pu rencontrer, après la conférence, la créatrice de cette application. Et cette application, à travers des livres qui fonctionnent, qui sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires, va mettre en avant des personnalités aussi différentes que l'artiste peintre mexicaine Frida Kahlo, Ada Lovelace, que tu connais bien, Marjorie. Enfin, je ne l'ai pas bien connu de son vivant, on va quand même. Mais qui est un de tes rôles modèles. On connaît bien son rôle modèle, évidemment. Voilà. La militante anti-ségrégation américaine Rosa Parks. L'idée, en réalité, à travers des animations vidéo, des podcasts, des histoires, en fait, c'est assez bien dessiné. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un exemplaire chez moi, avec des dessins faits par des artistes et puis des textes. Eh bien, c'est de mettre en avant toutes ces personnalités. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Marjorie, c'est pas uniquement que les jeunes filles, parce que tous décident avant 12 ans, c'est ce que disent les créatrices de cette collection, eh bien, leur montrer qu'il n'y a pas uniquement des princesses parfaites auxquelles il faut absolument ressembler, mais qu'il y a des personnes qui sont différentes, qui ont choqué à leur époque, qui peuvent être inspirantes. Absolument. Est-ce que c'est une application qui est uniquement en anglais ? Alors, c'est une application qui, au départ, était en anglais, qui va être de plus en plus traduite. Ce qui est intéressant, c'est que les livres papier ont été traduits dans 47 langues. À l'origine, il y a 2 femmes très importantes. Il y a notamment l'ancienne journaliste du Guardian, Elena Favilli, et puis Francesca Cavallo, qui a été directrice d'un théâtre en Italie. Elles ont décidé de vivre en Californie. Elles ont mis en avant des personnalités extrêmement différentes qui viennent du monde entier. La militante des droits des femmes pakistanaise Malala Yousafzai, la danseuse cubaine Alicia Alonso, la militante des droits de la femme saoudienne Mouna Al-Shari, ou encore la résistante polonaise Irena Sendlerova, moi je ne la connaissais pas du tout, qui a sauvé 2800 juifs pendant la guerre du ghetto de Varsovie. C'est un véritable voyage dans le monde et à travers les époques. Elena Favilli et Francesca Cavallo, des icônes derrière les icônes, justement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ de l'aventure, c'est un projet Kickstarter qui a tout de suite eu un engouement phénoménal. Oui, c'est-à-dire que les 2 créatrices pensaient récolter $40 000. Elles en ont eu plus de 600 000. Et ça a permis effectivement une traduction de ces ouvrages. On a voulu montrer que on pouvait surprendre les enfants, qu'elles pouvaient devenir anticonformistes. C'est ça le véritable message de la collection. Alors oui, c'est une application, mais non, le papier n'est pas mort, elle le prouve. Oui, alors ça, pour un vieux amoureux du papier, moi ça m'a un peu rassuré parce que lorsque j'ai vu la démonstration de l'application, eh bien, on voit qu'il y a un mélange, c'est-à-dire que dans les livres en papier, vous avez des QR codes qui vont vous renvoyer vers des podcasts. Lorsque vous avez un livre, vous avez accès au contenu vidéo et audio. Il y a eu beaucoup de récompenses, la récompense Apple, mais il y en a eu d'autres, celle du New York Times Bestseller, le New York Festival Audio Award. Cette application, elle devrait être traduite dans plus de langues, mais ça, les créatrices y sont engagées. Et tu le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de montrer une étendue de rôle modèles, aller chercher des femmes partout sur la planète, des rôles modèles encore de ce monde, des rôles modèles passés. Et
on n'évite pas les polémiques parce que donner à représenter, donner à voir une personnalité qui va pouvoir susciter l'engagement de ces jeunes filles et pas que, parfois c'est aussi prendre des risques. Oui, en fait, c'est un voyage dans la géopolitique et c'est forcément pas neutre et on n'a pas tous les mêmes conceptions des libertés. A été mise en avant dans cet ouvrage, dans cette collection, Aung San Suu Kyi, mais on a reproché à Aung San Suu Kyi de ne pas avoir critiqué suffisamment sévèrement la persécution des Rohingyas au Myanmar, en Birmanie, et donc on a demandé à ce qu'elle soit retirée. Alors, il y a eu d'autres critiques. Tricia Lauter a expliqué qu'on ne devrait pas uniquement réserver la lecture de cet ouvrage aux jeunes filles, mais ça tombe bien. Moi, je pense que ça peut être utile pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai découvert pas mal de personnages à travers cette collection. Et est-ce que tes filles ont découvert pas mal de personnages ? Oui, elles ont découvert pas mal de personnages. C'est assez rigolo. Alors, j'ai pas encore fait essayer l'application, je te dirais. Ah ben d'accord, ok. Ça, c'est un test extrêmement bien mené. Merci Guillaume Carlet. Mais si tu es ton premier bêta-testeur, c'est déjà pas mal. C'est vrai que ces rôles modèles, on en parlait tout à l'heure, Youssef, c'est important de pouvoir avoir ces figures qui nous disent que tout est possible. Ouvrir justement le champ des possibilités et se dire qu'il suffit d'être curieux finalement pour pouvoir saisir l'occasion et l'opportunité. Exactement. Enfin, par exemple, moi, j'aime bien la musique. Et en fait, moi, en vrai, on va dire mon icône, je pense que c'est mon prof parce que... Ouais. Je vois que lui aussi, il est passé par plein de choses. En fait, on veut suivre le même chemin que eux. On veut tout faire pareil, en gros. Mais après, il faut aussi se dire qu'il faut, autant se créer nous-mêmes notre chemin. Et du coup, faut balancer un peu et pas tout le temps faire la même chose. Alors justement, les profs qui sont aussi des rôles modèles, on en parle souvent dans l'école du futur. On va s'intéresser dans la deuxième partie de cette émission à la façon dont l'enseignement musical est mené en ce moment à l'école. Et j'imagine, Gilles Ledbar, vous aurez beaucoup de choses justement à nous apporter sur la question. C'est le talk, deuxième partie tout de suite. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'en ce 21 juin, fête de la musique, on met à l'honneur le projet Demos qui, depuis plus de 10 ans, met lui à l'honneur les enfants dans ce très bel orchestre, un orchestre hébergé par la Philharmonie de Paris. Évidemment, 3 ans d'apprentissage gratuit de la musique classique. C'est le programme de départ destiné aux enfants de 7 à 12 ans qui vivent dans des quartiers relevant de la politique de la ville ou dans des zones de revitalisation rurale. L'idée, c'est encore une fois de pouvoir se dire que la musique, c'est un épanouissement et que on a beaucoup de choses à apprendre grâce à elle. Je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui est né, encore une fois, à la Philharmonie de Paris, mais qui s'étend dans plusieurs villes sur l'ensemble de l'Hexagone et pas que. 50 orchestres répartis en tout. Oui, alors si je peux me permettre une toute petite insertion avant, c'est pour réagir à votre chronique. Nous faisons aussi très attention à ces questions hommes-femmes. C'est un sujet qui existe dans la musique classique. Et je signale qu'il y a 30% des chefs Demos qui sont des chefs femmes et qu'on est aussi très vigilant sur le fait de faire appel à soit à des compositeurs, des compositrices contemporaines pour des créations à l'intérieur du projet Demos, voire même aller chercher des compositrices du passé qui sont mal connues. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui fait partie de notre engagement. Alors oui, Demos existe aujourd'hui un peu partout en France. Nous avons fait attention à ce que toutes les régions soient représentées. Alors soit autour de grandes villes comme Strasbourg ou Lyon ou Marseille, mais il y a aussi des Demos qui sont plongés au cœur de la ruralité, notamment en centre-Bretagne ou dans les Deux-Sèvres, où ce sont des projets qui sont exclusivement dédiés à des enfants et à des familles qui vivent en milieu rural. Je précise aussi qu'il y a... alors, toute l'outre-mer n'est pas représentée, mais il y a pour l'instant... Demos existe à La Réunion depuis 4 ans maintenant, en Guadeloupe aussi, et puis nous allons démarrer un projet à Mayotte, où il y a un véritable engagement. J'étais très étonné de l'engagement de nos partenaires mahorais sur la manière de mettre en avant ce projet sur leur territoire. Et cette question des territoires, elle est prépondérante pour Demos, parce que Demos, oui, c'est cet orchestre et c'est 3 ans d'apprentissage de la vie en orchestre pour des jeunes comme vous, Youssef, mais c'est aussi un projet au long cours parce que vous menez un nombre d'études assez impressionnantes, j'ose le dire, notamment sur des questions neuroscientifiques. Comment est-ce que la musique va pouvoir
pouvoir agir sur les apprentissages d'un point de vue neuroscientifique, mais aussi des études sur l'impact géographique et territoriaux des orchestres. Absolument. Bon, il faut dire que dans la construction du projet, ça fait partie vraiment de la structuration du projet, c'est de se dire, nous sommes un établissement public, nous engageons des fonds publics, pas que, parce que vous savez qu'il y a pas mal de mécénats privés qui accompagnent le projet, mais nous avons un devoir de montrer ce que nous faisons et de pouvoir l'évaluer. Alors, il y a évidemment des évaluations internes qui sont faites par nous-mêmes, mais c'est aussi important qu'il y ait des chercheurs qui regardent les choses de manière plus extérieure et qui puissent nous dire si nous allons dans les bonnes directions. Et très souvent, nous avons corrigé des choses au moment où une étude pointait quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé et où on s'est dit, là, il faut peut-être rectifier telle ou telle chose. Alors effectivement, les études portent sur un nombre de champs considérables avec des repères scientifiques qui sont soit dans le champ de l'anthropologie, soit effectivement dans le champ des neurosciences, soit dans le champ des géographes ont travaillé sur Demos justement sur ces questions d'implantation territoriale. Il y a une question qui se pose, par exemple, est-ce que lorsque Demos arrive, est-ce que le projet perturbe un écosystème existant ? La question doit se poser. Il ne faut pas se dire la Philharmonie de Paris arrive avec son projet très bien construit, magnifique, et puis on le transpose tel quel à tel ou tel endroit, parce qu'il y a un risque, c'est effectivement, je l'ai évoqué, de perturber un écosystème déjà existant. Donc, c'est pas d'arriver comme un Deus ex machina, de poser justement ce projet, même s'il a fait ses preuves, et on le voit justement à travers vos yeux aujourd'hui, Youssef, mais se dire qu'il y a aussi une implantation fine à mener avec d'autres associations musicales ou conservatoires de région, j'imagine, qui font déjà un travail à l'année. Vous parliez justement de la façon dont ces études vous ont permis d'affiner le projet, de le réorienter parfois. Concrètement, ça a donné quoi ? Par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'extension du projet. Lorsqu'on a... D'abord, le projet était circonscrit autour de la Philharmonie de Paris. Bon, après, on s'est éloigné un peu plus en Île-de-France. Mais pourquoi l'exporter ? C'était une véritable question. Donc, certains certaines des études nous disaient, mais comment est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que vous allez le faire d'une manière, ce que je viens d'évoquer, dire, voilà, prenez le modèle et faites-le tel que, ou est-ce que vous allez être plus subtil que ça, essayer de vous dire... comment est-ce que les partenaires perçoivent l'intérêt que peut avoir le projet ? Bon, par exemple, il y a une spécificité de Demos qui est extrêmement forte, c'est la coopération professionnelle entre des musiciens professionnels, des enseignants de l'éducation nationale dans certains endroits et surtout des travailleurs sociaux partout. Donc la question, c'était comment est-ce qu'on fait travailler ensemble ces gens-là ? Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui n'avait pas beaucoup été creusé à l'échelle de notre pays lorsque nous avons mis en œuvre le projet Demos. Donc ce système de coopération professionnelle, ça aurait été absurde de ne pas le penser à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en gros, Demos est pensé comme un système de coopération dans tout ce qu'on peut mettre en œuvre sur le territoire. Ça n'a pas toujours été perçu comme ça parce que les gens se disaient mais c'est la Philharmonie de Paris et de temps en temps on l'entend encore. Ils viennent nous donner des leçons parce que c'est la capitale et puis c'est une grosse institution. Mais je le redis, notre culture professionnelle pour le projet Demos, c'est vraiment quelque chose d'horizontal et de transversal. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a obligé à la fois, si j'entends bien, la Philharmonie de Paris à se remettre en cause pour accueillir justement des musiciens hors pair désormais comme Youssef, et en même temps, ça lui donne aussi quelque part une leçon d'humilité, si j'ose dire, quand elle veut étendre ses actions en région ou dans d'autres territoires. Et il y a aussi une étude très intéressante qui a été menée via Demos sur la parentalité et sur la vie d'un quartier dans le projet musical. Oui, alors... Une des choses qui, de mon point de vue, a fait que les projets de démocratisation culturelle n'ont peut-être pas toujours atteint les objectifs qu'ils voulaient atteindre, c'est qu'on s'est beaucoup dit, l'univers de la musique est tellement porteur, et c'est vrai, Youssef l'a exprimé, que ça devrait suffire. En fait, on se rend compte que si on ne s'adresse qu'aux jeunes eux-mêmes, il y a des chances pour que ça ne s'imprègne pas, que ça ne reste pas fortement ancré dans la vie d'une famille. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on soit extrêmement attentif en dehors des enfants,
à leur famille, au quartier dans lequel ils se trouvent, à tout l'environnement culturel et social. Et c'est comme ça que nous avons regardé les choses. Alors, ce à quoi vous faites allusion, je pense que c'est un travail qui est un peu plus récent dans Demos que ce que nous avions fait dans le passé. C'est que nous essayons aussi aujourd'hui de mieux connaître le patrimoine culturel des familles avec lesquelles nous travaillons. Il y a très souvent, ça se passe dans les centres sociaux, mais ça se passe. On a des équipes dédiées, notamment une anthropologue qui est spécialiste de ces questions-là, et où on va essayer de faire remonter ce que les gens apprécient dans la musique, ce qu'ils écoutent, mais éventuellement ce qu'ils peuvent pratiquer à la maison. Et très souvent, les gens ne nous en parlent pas spontanément parce qu'ils imaginent que le modèle présenté, c'est celui de la musique classique. Et si on va chanter une berceuse mahoraise, ça ne va pas forcément nous intéresser. Mais si ça nous intéresse, les berceuses mahoraises, et le fait d'avoir fait cette enquête de manière assez systématique, ça nous révèle des choses sur la place que l'art, en général, peut tenir dans les familles avec lesquelles on travaille. Et Youssef, la musique, ça avait une importance particulière dans votre famille quand vous étiez petit? Alors, pas du tout. Ouais. Personne jouait d'un instrument. Enfin, c'était pas du tout une question importante dans la famille. Mais enfin, moi, du coup, je l'ai rendu un peu importante avec le projet. Parce que mes parents, ils étaient là derrière moi, ils m'encourageaient. Enfin, ils voyaient que j'aimais bien et que ça m'aidait, en fait. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a dans plusieurs façons que ça m'a aidé, en fait, la musique, enfin, genre la concentration à l'école, enfin, plein de choses. Et aussi, tu as une culture, tu apprends plus de choses. Et ça apprend aussi qu'il n'y a pas que la musique classique. Comme il a dit, on peut chanter plein de choses. On a fait plein de chants, des trucs, des morceaux contemporains, plein de nouvelles choses qui rentrent dans ton environnement. Et ça rapportait quelque chose de plus à la famille. Dans ma famille, personne ne connaissait. Mais en général, c'était ça. Quand je me rappelais, à l'époque... À l'époque, non mais c'est bon, j'admire l'exercice de style. Non mais quand c'était mes premières années, personne dans la famille, c'était pas une place importante. Ou sinon on n'écoutait pas de la musique classique. Mais après, c'est de la musique quand même. Oui, c'est de la musique quand même. Mais après, du coup, on a commencé à écouter et on a su qu'en fait, avec des instruments, on peut jouer plein de styles et pas que de la musique classique. On n'est pas limité que à la musique classique, du coup. Et c'est ce qui est important aussi dans ce que vous dites, Youssef. On voit bien que cette musique, la musique classique, on a l'impression que c'est une musique patrimoniale, mais elle n'est pas figée. Justement, elle s'enrichit de sonorités différentes, d'instruments différents, de rythmes aussi complémentaires. Ce que nous avons tenu à faire, c'est... L'idée, c'était d'abord initiale. C'était la musique classique dans les quartiers populaires où on pense, et souvent à juste titre, qu'il n'y a pas d'accès. Ça ne fait pas partie d'un patrimoine partagé pour des gens dont l'histoire est souvent liée d'ailleurs à l'histoire des migrations en général. Donc un objet un peu extérieur, voire incongru. Alors, on s'est dit c'est important de partager ça. C'est important qu'il puisse y avoir une adhésion. J'ai jamais eu de doute là-dessus, ayant une grande habitude de la transmission. J'ai une carrière un peu longue maintenant. Et je sais que si on entre, quel que soit le sujet, si on entre dans le sujet de manière sensible, en passant par les émotions, j'en ai parlé tout à l'heure, on est capable de faire adhérer, de convaincre et à peu près tout le monde. Maintenant, la question qui s'est posée, on s'est dit, si vous avez de 7 à 10 ans, c'est très important comme moment de la vie, vous n'avez fait que de la musique classique, vous aurez une vision en sortant qui sera qu'il n'y a que ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça que nous avons tenu, et alors c'est des arrangements pour orchestre symphonique, parfois c'est très difficile à faire, nous avons tenu à puiser dans de nombreuses civilisations du monde pour que les jeunes aient une ouverture qui ne se limite pas à cette musique-là, mais qui se disent qu'ailleurs dans le monde, les civilisations ont porté l'idée que la musique puisse avoir un rôle pour la construction d'une culture. Et donc c'est pour ça qu'ils ont découvert des musiques du monde oriental, d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est. Alors je ne sais pas ce que, Youssef, toi tu as pu traverser, parce que c'est 3 ou 4 pièces dans un parcours de 3 années, mais peut-être que tu te souviens de ça. Alors je me rappelle de chants africains. En fait, on a fait beaucoup de chants africains, je crois. Et aussi beaucoup de morceaux latinos d'Amérique latine. Et je crois que c'est tout dans mes souvenirs. Mais après, sur
6 ans, c'est pas beaucoup parce qu'on a 4 morceaux par an. Oui. Donc ils essaient de varier, enfin je pense. Donc on a un morceau en général classique ou deux, un morceau où il y a un chant et après un morceau où on peut faire des percussions corporelles ou des choses comme ça. On peut implémenter plein de trucs. Un vrai brassage de cultures et en effet ça permet aussi de voyager, de comprendre aussi comment les autres cultures interprètent la musique et la mettent à l'honneur. Vous avez dit quelque chose j'ai failli vous tutoyer, mais non, je vous continue à vous voyer, Youssef, comme j'y tiens. De très important tout à l'heure, en disant que le projet Demos, la façon aussi de se caler sur un orchestre et sur la musicalité, vous permettait de mieux apprendre en cours et de mieux vous concentrer. Il y a eu un changement vraiment très important avant et après Demos pour la suite de vos cours. Comme c'était en primaire pour ma part, je pense que ça a un peu impacté pour le collège où les cours de musique, j'avais un peu une culture préparée et du coup j'avais des facilités, on va dire. Ou sinon juste des facilités à me concentrer parce que quand on joue en orchestre, il faut vraiment faire attention à plein de choses. Il faut écouter, il faut regarder le chef, il faut regarder la partition. Il faut vraiment regarder plein de choses et du coup je pense que ça aide à devenir multitâche, à vraiment se concentrer et du coup quand à l'école tu dois te concentrer sur un contrôle où tu dois faire un seul truc, je pense que tu es bien plus concentré qu'avant. Alors moi ça m'a aidé en tout cas. Une vérification par l'exemple de la partie neuroscientifique justement du projet Demos. Alors c'est toujours très complexe de dire quel impact a un projet de cette nature sur le parcours scolaire des jeunes qui y participent. Et pourtant, beaucoup de gens attendent qu'on réponde sur ces sujets-là. Il y a plusieurs indices, plusieurs de nos études ont porté sur ces questions-là, mais c'est difficile d'en tirer des généralités. Par exemple, il y a eu une étude de neurosciences à Marseille qui montrait, en comparant avec la moyenne des résultats nationaux, une élévation du niveau de quotient intellectuel d'enfants qui, au départ, avaient des quotients intellectuels plutôt bas, parce que c'était un programme spécifique porté par les apprentis d'Auteuil à Marseille. Donc, on a vu ces enfants progresser d'un point de vue cognitif de manière extrêmement claire. Ce que Youssef a dit sur l'aisance et sur la capacité de concentration, c'est quelque chose je crois qu'on peut dire qu'il est avéré. Mais, et que sur le fait que il y a une chose que tu n'as pas dite, mais qui fait aussi partie de ce que tu vis là. Tu réponds avec aisance à 15 ans à des questions qui sont posées sur un plateau de télé. On a vu que beaucoup des jeunes qui sont restés pendant les 3 années du projet et ceux qui ont continué encore plus ont une espèce d'aisance dans la pensée, dans la façon de la formuler et qui est attribuée à ce parcours musical, pas seulement, mais je pense qu'on peut dire que c'est avéré. Comment est-ce qu'on fait pour candidater au projet Demos, concrètement? Parce que j'imagine que celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui se disent « j'ai quand même un petit peu envie d'être Youssef une fois dans ma vie ». Peut-être tu réponds d'abord sur comment ça s'est passé pour toi, puis après je dirais comment on procède. Je l'avais déjà un peu expliqué, c'était ma mère qui connaissait une association. Oui. Et en général, c'est par le biais de centres aérés, d'associations où je crois. Et on te propose en général, il y a ils mettent des affiches aussi devant les collèges, devant les écoles primaires des fois aussi. J'en ai vu plein, des invitations à aller voir l'association. Et en fait, il faut juste demander. Et en général, si on est bien dans le cursus des 3 ans et pas à la 2e ou à la 3e, on te proposera soit d'attendre une année et de rejoindre donc le prochain cycle, on va dire, ou sinon de directement rejoindre. Comme j'ai fait que 2 ans et pas 3 ans, parce que en fait, ils ont bien voulu m'accepter parce que comme ma mère, elle les connaissait et elle a dit mon fils, il est un peu, il s'y connaît. Ok, il y a du piston. Non mais on remarque. Je rigole bien évidemment. Mais du coup aussi, on a peut-être pu déceler aussi un intérêt suffisant de ta part pour pouvoir te faire intégrer le cycle directement en 2e année et te faire intégrer l'orchestre de cette façon-là. Comment on fait du coup pour rejoindre le projet Demos? Il y a comment dire, il y a en tout cas une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de recrutement qui est lié à des capacités musicales quelconques. Ça ne fait pas du tout partie des critères. Les critères principaux, c'est de vivre dans des quartiers où on considère que la concentration de difficultés sociales est importante et qu'il faut donc aller vers c'est de l'ordre de l'action positive, donc, aller vers ces quartier territoires. prioritaire de la ville. Donc il faut habiter là.
Ça, c'est la première chose. Ou habiter dans une zone de revitalisation rurale. Parfois, on jongle un peu parce que un quartier politique de la ville peut l'être, et puis un an après, il ne l'est plus. Bon, on ne va pas s'arrêter parce qu'il est plus classé quartier politique de la ville. Vous voyez, ces nuances existent. Ensuite, il y a le recrutement lui-même, et là, c'est travaillé collectivement, pas par nous. C'est travaillé par les acteurs des territoires et par les acteurs des quartiers. Donc, c'est prioritairement les centres sociaux. Tu as parlé de centre aéré, mais c'est le Archipelia Hérodier, c'est un centre social en réalité, avec des gens qui ont l'habitude de travailler sur ces questions dans les quartiers, qui s'appuient eux-mêmes sur l'école. Ouais. Et il y a des moments d'information, parfois avec des musiciens qui viennent directement expliquer aux enfants, qui viennent jouer devant des enfants. Et l'idée est qu'on repère d'abord les enfants qui sont motivés, qui en parlent à leur famille. Et très souvent, ça va jusqu'à des entretiens enfants et famille pour pouvoir savoir comment on va composer le groupe. Mais c'est extrêmement... Ce qu'on essaie de faire, c'est aussi il y a une alchimie extrêmement subtile. Ce que certains nous disent, c'est important que je termine là-dessus, c'est donc vous prenez que les enfants ont plus grande difficulté sociale. Eh bien non. Justement, on ne fait pas ça. On essaye de faire en sorte que le recrutement soit à l'image du territoire du quartier dans lequel on se trouve. Et il se trouve que ces quartiers populaires, il y a aussi des gens qui ont un capital culturel qui peut être plus élevé que ce qu'on pourrait croire. Donc l'idée est qu'on ait un équilibre. Et cet équilibre est important parce que si vous prenez que les enfants en immense difficulté sociale, le projet va être très dur à conduire. Voilà. Donc il faut que ce soit à l'image des territoires dans lesquels on se trouve. À l'image des territoires, absolument. Et pour une question d'équilibre, on va finir justement cette émission avec le concert du 21 juin dernier. On ne peut pas vous diffuser celui de ce soir, bien évidemment, mais celui du 21 juin 2021, Demos, Grand Sud, Paris. Regardez. Grand Paris. Grand Paris. Demos, Grand Paris Sud, je rétablis la connexion entre les mots comme ça. Tout le monde aura bien compris. Merci infiniment Youssef d'avoir été avec nous sur le plateau de l'École du Futur. Merci à Gilles Lelbar. On a toutes les infos désormais pour pouvoir rejoindre la prochaine saison du projet Demos. Et merci comme toujours à Guillaume Gralet. Merci, j'ai appris plein de trucs, c'était super. Oh bah, c'est vraiment, si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Et à très bientôt à vous pour un prochain épisode de l'École du Futur.